Salut tout le monde, c'est Maxime, bienvenue sur la chaîne Man vs Watch. Donc petite chaîne créée pour parler d'horlogerie. N'hésitez pas à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à vous poser tranquillement dans votre siège pour regarder cette vidéo. Et c'est une vidéo d'ailleurs un petit peu spéciale aujourd'hui puisque je vais parler de mes montres vintage et aussi des erreurs à ne pas commettre mais que moi j'ai pu commettre. Je vous présente donc mes 4 montres vintage ou à peu près, mais ça vous le verrez dans la vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Donc il y a 3 de ces montres dans cette marmotte qui, au passage, je vous en touche un petit mot, mais c'est une marmotte qui est faite en Bretagne. Bah oui, il n'y en a pas que dans les montagnes finalement. Petite blague. C'est une marmotte de la marque Havel & Men. Marmotte en cuir italien, vraiment très bien faite et dans laquelle j'ai pu mettre 3 de mes montres vintage, la 4e étant au poignet. Voilà, donc je reviendrai de toute façon là-dessus dans une prochaine vidéo, mais ça vaut le coup en tout cas, c'est un super cadeau à faire, et même pour vous, tout simplement. On est sur quelque chose de très qualitatif, mais bon, bref, j'en parlerai plus tard. Allez, on va tout de suite passer à la première montre. Voilà, donc je vous mettrai de toute façon des gros plans. Il s'agit d'une montre de la marque Tressa. Bon, clairement, je pense que c'est une marque qui a dû exister avant la crise du quartz. Difficile de trouver beaucoup d'informations sur cette marque. À première vue, on a même l'impression que c'est une marque de l'ex-URSS, parce que le logo, on dirait presque un marteau et une faucille. Mais en tout cas, voilà, c'est une montre que j'ai achetée une quarantaine d'euros à peu près, donc sur internet auprès d'un particulier. Et bon, elle m'avait bien tapé dans l'œil. Je l'ai reçue sur, je sais plus si c'est sur un bracelet cuir ou sur ce natto, mais il y a plusieurs choses à dire là-dessus. Déjà, quand je l'ai reçue, mauvaise tenue de l'heure, du coup, je me suis dit, passage chez l'horloger. Première révision sur une de mes montres, environ une centaine d'euros. Je l'ai réceptionnée, elle fonctionne, impeccable. Bon après, par contre, premier doute, c'est que le calibre, il a l'air de flotter un petit peu dans la boîte. Dans mes souvenirs, je crois que, je sais plus s'il y avait un spacer, vous savez, la petite pièce plastique en fait qui maintient le calibre dans la boîte des montres. C'est peut-être pas sur toutes les montres, mais en tout cas là, celle-ci, il y en avait un, mais il n'avait pas l'air de faire affaire, donc il y a eu un petit bricolage de fait, on va dire, pour coller plus ou moins, enfin en tout cas maintenir le mouvement dans la boîte par l'horloger. On s'était mis d'accord sur le fait de faire ça, mais bon, déjà la première chose, un peu bizarre. Et c'est pas tout, le cadran en fait, il me paraît assez récent, assez neuf. Un peu bizarre pour une montre qui est censée être des années, allez, on va dire 70. Donc, on dirait qu'il est imprimé, très bon état, assez bizarre, j'avouerai. Ensuite, deuxième chose, c'est que il y a la présence de matière luminescente sur les aiguilles. En soi, ça me dérange pas, mais je me dis, une montre des années 70, pour en avoir d'autres, à l'époque c'était du tritium si je dis pas de bêtises, et clairement j'ai pas l'impression que c'en est. Et de toute façon, il y a une mention Swiss Made aussi en bas du cadran, de chaque côté, pas de trace du fameux T qui signifie la présence de tritium. C'était peut-être pas non plus obligatoire à l'époque, je sais pas, mais en tout cas, bon, ça fait beaucoup de choses. Et c'est pas tout, c'est que le boîtier, il est devenu assez terne en fait avec le temps, sauf si je le frotte. Il y a quand même quelque chose qui me semble bizarre, surtout que le fond de boîte qui lui est clipsé, lui il est bien brillant, on dirait vraiment que c'est de l'acier inoxydable, ou à moins que ce soit chromé, mais en tout cas il y a un certain décalage entre les deux matières en fait. Donc à partir de là, assez suspect, et du coup, ne sachant pas si c'est une, on va dire, vraie montre vintage ou pas, je ne la porte plus depuis plusieurs années en fait. Je l'ai assez peu portée. C'est, on va dire, 140-150 euros que j'ai gaspillé, clairement. Si je devais le refaire, je le referais pas en fait. Achat précipité, donc attention, ne le faites pas. Second achat, cette fois-ci post-Covid, une Tissot 6 Star, remontage manuel. Alors d'après le numéro de série, je l'ai à peu près daté de 1972, donc elle a bien une cinquantaine d'années. Franchement, je l'adore. Mais il y a des petits couacs. Enfin, surtout un. Bon, déjà, ce qui est chouette, c'est qu'elle était conforme en réalité par rapport aux photos que j'avais vues sur l'annonce. Bon, vous savez, il y a plusieurs moyens d'acheter des montres vintage. Il y a forcément des sites spécialisés. J'y reviendrai juste après. Mais il y a aussi des sites comme eBay, Le Bon Coin et Vinted. Oui, le site où on vend ces vêtements d'occasion. Et on trouve aussi des montres, des fois des bonnes affaires. Donc celle-ci, en fait, je l'ai eu pour une centaine d'euros. Ce qui en soi, je trouve, est pas mal. J'ai vu la même en fait sur eBay au double du prix, mais je pense savoir pourquoi aussi. Bref, le cadran est en bon état, tout a l'air d'origine, sauf un petit truc qui m'a sauté aux yeux assez rapidement. C'est la couronne. Parce que, bon, j'ai aussi ouvert la boîte pour voir le mouvement. Tout est correct, le mouvement est propre, c'est bien un mouvement Tissot et Fils
Le fond de boîte aussi à l'intérieur est gravé, donc tout a l'air ok. Et donc cette couronne, elle brille un peu plus que le reste de la boîte. Et clairement, c'est pas la couronne d'origine. Donc je me suis mis en quête de trouver cette couronne de plusieurs façons. Bon, faut savoir que je suis assez patient. Je suis tombé sur le site de France Fourniture Horlogerie qui, d'après ce qu'ils disent sur leur site, en gros, promettent de trouver n'importe quelle pièce pour votre montre. J'ai tenté, j'ai envoyé des photos avec des dimensions. J'ai acheté exprès un pied à coulisses numérique pour avoir vraiment les dimensions exactes, pour qu'ils puissent trouver la couronne qui puisse y aller. Et j'ai reçu donc un premier retour de mail qui me disait qu'ils avaient la bonne couronne. J'envoie un chèque, je reçois une couronne qui n'est pas la bonne. Bon, déjà, c'est un peu dommage, pour rester poli. Du coup, je leur dis, et ils me disent « Ah, mais comme Tissot et Omega à l'époque faisaient des montres dans les mêmes boîtes à peu près, en rapport peut-être aussi avec les établissements Brand, qui ont les deux marques ont des origines avec Brand, donc c'est peut-être pour ça qu'ils ont repris aussi un petit peu les mêmes designs, mais en tous les cas, voilà, je leur dis la couronne, je sais que j'ai vu un peu le même style sur notamment une Omega Seamaster, pareil aussi des mêmes années. Du coup, ils me disent « Ok, on va chercher ». J'attends. Les mois, les semaines, les mois passent et je relance. Ils me disent c'est bon, on a la couronne, on la polie un tout petit peu et on vous l'expédie. Bon, c'était il y a, 1 an et demi. Depuis, je n'ai eu de cesse en fait de les contacter pour et savoir où ça en était, les relancer. Entre-temps, j'ai déménagé pour leur donner ma nouvelle adresse, etc. Mais c'est très compliqué de les avoir. J'ai eu juste une fois un mail pour dire que la personne qui s'occupe de ça avait eu un souci de santé ou mal au dos ou je ne sais quoi. Mais en tout cas, je peux comprendre. Mais dans ce cas-là, moi, j'ai pas revu non plus mon argent que j'avais envoyé en fait. Après, je me dis, ok, je suis pas pressé. Tant qu'un jour je reçois la couronne, je veux bien. Mais entre-temps, silence radio. C'est quand même pas agréable non plus comme façon de procéder. Donc c'est France Fourniture Horlogerie. Je recommande pas, c'est dommage, ça semblait bien parti. Mais là, clairement, non, je peux pas recommander ce site, cette entreprise basée dans le sud de la France. Non, c'est pas du tout quelque chose de positif dans mon expérience client en fait. Je désespère pas, peut-être qu'un jour je vais la recevoir. Et du coup, je me suis dit, on m'en a parlé de cette idée. Je vais peut-être envoyer la montre chez Tissot. Peut-être que eux, ils ont des pièces détachées. Il y a peut-être moyen de faire quelque chose. Donc je prends contact avec Tissot. Ils m'envoient un colis avec une boîte de transport. Je leur envoie la montre. Donc à leurs frais, ça c'est top. Et je reçois donc par mail quelques temps plus tard un message qui me dit en fait qu'ils n'ont pas la pièce, la couronne en question. Par contre, qu'ils proposent un échange, façon de parler en tout cas. Ils me proposent la montre, on va dire l'équivalent actuel chez Tissot, c'était une PR100 si je dis pas de bêtises, à un prix défiant on va dire toute concurrence. Bon. Moi, je me suis dit, allez, ça me ferait une montre supplémentaire dans ma collection pour pas trop cher. Et ils disent en plus forcément, ils me rendent la montre que je leur ai envoyée. Donc je me dis, c'est cool. Je reçois les deux montres, tout content. Et je regarde au dos donc, de celle-ci. Et là, je vois qu'il y a une gravure. Ils ont gravé EX au dos de la montre, sans m'en parler. EX, peut-être comme Exchange, je sais pas. Vous me direz, peut-être que vous connaissez un peu ce genre de pratique. Mais bon. Franchement, ça m'a bien fait chier en fait d'avoir cette gravure au dos. Je vais pas revendre la montre, c'est pas dans mon intérêt parce que de toute façon je l'apprécie. Moi je veux à tout prix trouver la couronne qui va dessus. Donc si vous pouvez m'aider aussi, pourquoi pas, je veux bien, je suis preneur de bonnes adresses. Mais en tout cas voilà, le fait que Tissot se permette de graver au dos de la montre sans en parler au client, je trouve pas ça cool. C'était la mauvaise surprise. Bon, deuxième montre vintage, pas trop de chance, mais je l'aime quand même. Je vais trouver un petit bracelet grainerie assez sympathique. Voilà, je la garde, elle est en très bon état, le cadran est super cool et tout. Il n'y a pas de raison que je ne la garde pas, mais cette couronne, je la veux. Et je vais la trouver, je pense. Bon, finalement, ce qu'il faut aussi se dire, c'est que même si sur internet les prix ont l'air assez bas, il faut voir plus loin en fait. Il faut se dire que même si la montre coûte pas cher, il faudra toujours prévoir une dépense supplémentaire, notamment pour une révision, peut-être pour des pièces justement qui manquent à remplacer ou à trouver, et puis pour un nouveau bracelet, parce que souvent les bracelets sont peut-être d'époque ou pas à votre goût, donc voilà. Prévoyez un peu plus large au niveau du budget et ne vous laissez pas avoir par des tarifs qui soient trop bas. Il faut clairement prendre son temps, prendre le temps de se renseigner, d'observer la montre, de demander des photos, pourquoi pas aussi de passer à la porte d'une boutique spécialisée, de s'adresser aux bonnes personnes en fait. Ça c'est super important, surtout quand on n'y connaît rien, comme moi en fait. Moi je fais mes armes du coup de mon côté avec des échecs. Bon, c'est pas l'idéal. Si vous pouvez vous en passer, faites-le. Faut savoir aussi un petit peu quel modèle vous souhaitez, quelle marque, quel style de montre.
quelle époque aussi, et puis quel budget vous vous fixez. En fait, il y a tellement de paramètres, il ne faut pas y aller non plus directement sans réfléchir, il faut prendre son temps. C'est du vintage, ça a plusieurs années, c'est des montres, tout est une question de temps finalement, de patience. Et je pense déjà aussi que de connaître le budget que vous vous fixez, même de l'avoir déjà de côté, ça vous permettra d'être plus efficace, de savoir vers quoi vous orienter, quelle tranche de prix déjà, mais aussi quelle marque, parce que forcément il y a des marques qui vont correspondre davantage à certains prix, et puis surtout si d'un coup vous flairez la bonne affaire, que vous avez l'opportunité de l'acheter, vous avez les fonds qui sont disponibles tout de suite, il n'y a pas de frustration d'attente de savoir si ça va vous passer sous le nez, même si ça peut arriver, même si vous avez l'argent, mais en tout cas vous pouvez foncer directement si vous êtes sûr de vous. Je parlais du Boncoin, eBay, Vinted, bon heureusement il y a quand même des sites qui sont plus sérieux comme Chrono24, le coin des bonnes affaires, des sites spécialisés en tout genre, même certaines boutiques qui ont leur propre site sur internet, sur Instagram aussi vous pouvez retrouver les annonces de certaines boutiques, donc il faut vraiment prendre le temps de fouiller, de regarder. Mais effectivement, il y a des sites qui, même si ça n'enlève pas non plus, il n'y aura pas le risque zéro, mais en tout cas, vous serez un peu plus en confiance et ce sera plus sécurisé en tout cas. Et puis si vous en avez près de chez vous, les foires aux puces, ça permet aussi de faire des petites découvertes sympathiques. Alors pareil, c'est pas la peine de lâcher des grosses sommes non plus si vous n'êtes pas sûr de vous. Et on a aussi donc les ventes aux enchères. Des fois là c'est intéressant, mais pareil, toujours prévoir aussi une enveloppe un peu plus large, notamment pour ce qui est frais lors des ventes. Je crois qu'on est sur du peut-être 25 ou 30% du prix en plus. Enfin, c'est quelque chose qui est assez aussi, qui peut être assez intéressant, mais il faut toujours se renseigner aussi avant de faire quoi que ce soit. Et alors vous avez aussi parfois les pépites, c'est ce qu'on appelle les montres NOS, New Old Stock. En fait les montres neuves de stock qui ont été produites il y a des dizaines d'années, qui sont neuves du coup, mais qui ont quand même leur âge, donc qui nécessitent aussi toujours pareil une révision pour changer les huiles, etc., vérifier que tout fonctionne. Et puis souvent, des fois on a des bracelets d'origine aussi, et dont le cuir aura très mal vieilli par exemple. C'est l'occasion de faire des très bonnes découvertes aussi, et d'avoir des montres neuves, donc c'est juste génial, l'état est impeccable, et c'est parti pour une nouvelle histoire en fait. Bon, pour rester chez Tissot, encore une 6-star, mais cette fois-ci une 6-star automatique. Et celle-ci, je dois dire que je l'aime vraiment beaucoup, mais pour plusieurs raisons. Déjà, elle a été remise en état par un ami horloger qui l'avait récupérée, je ne sais plus d'où, mais en tout cas c'est une montre qui a déjà bien vécu, puisque elle porte sur elle en fait certains stigmates d'un peut-être horloger ou apprenti horloger peu scrupuleux qui lui aurait un petit peu donné des coups de tournevis là où il faut pas, mais dans l'ensemble, elle a plutôt un très bel état, d'autant plus que mon ami horloger a vraiment refait toute la montre. Nouveau verre aussi, nouveau plexi, la repoli, enfin, voilà, elle est presque comme neuve, mis à part le cadran qui n'a pas touché, mais on voit qu'elle a un petit peu vécu, mais elle est vraiment, vraiment très chouette. Et en plus, vous verrez sur les images, mais le réo bleuté, je trouve que ça s'accorde parfaitement avec le bracelet que je lui ai mis. Cette petite montre, c'est reparti en fait, une fois que c'est remis en état, ces petites vintage, vous leur offrez une seconde vie, si ce n'est plus, c'est un peu comme les chats avec 9 vies peut-être, mais c'est toujours un plaisir de pouvoir prolonger leur espérance de vie. Il ne s'agit que de la mécanique finalement, donc pourquoi s'en priver? Et puis l'avantage aussi avec une révision de nos jours, c'est que on va utiliser des huiles qui sont donc actuelles, qui sont faites pour durer, plus adaptées aussi à la mécanique. C'est vrai que dans le temps, les personnes qui avaient des montres faisaient réviser leurs montres, on va dire peut-être tous les ans, tous les 2 ans, parce que les huiles utilisées, elles n'étaient pas aussi élaborées que celles actuelles, et donc au niveau de la mécanique, ça se ressentait en fait. Là maintenant, avec quelque chose de plus adapté, je pense qu'on va pouvoir espacer les révisions, et ça c'est une bonne chose. Après, clairement, à l'époque, les horlogers, du coup, ça leur faisait aussi du boulot régulièrement. Ce qu'il faut savoir aussi avec les montres vintage, c'est qu'on parle de vieilles mamies qui ont plusieurs dizaines d'années des fois. On ne peut pas leur demander, en fait, d'être aussi résistantes de façon mécanique, d'être aussi étanches non plus que les montres modernes. Il faut être... j'allais dire patient comme avec les personnes âgées, c'est pas vraiment le bon terme, mais il faut être indulgent en tout cas. Il faut pas s'amuser à faire tout et n'importe quoi avec. Il y a un minimum de respect en fait de l'objet à avoir. Bon, le vintage, c'est un monde qui est assez large aussi, puisqu'on va avoir forcément des montres vintage qu'on va dire iconiques, qui vont valoir plusieurs milliers d'euros si ce n'est plus. Mais là, je prouve aussi en fait qu'on peut se faire plaisir avec des montres à moindre prix, avec des montres qui vont coûter quelques centaines d'euros, mais dont la qualité en fait sera tout à fait honorable pour débuter une collection de montres vintage, pour se faire la main. Parce qu'avant tout, finalement, c'est comme pour les montres modernes, il faut que la montre apporte de l'émotion. C'est pas non plus forcément la marque qui sera dessus ou le modèle qui doit tout faire, même si ça contribue, mais
pour débuter, en tout cas, ça vaut vraiment le coup. Et puis il faut savoir aussi que les montres vintage sont pas forcément d'un meilleur rapport qualité-prix que les montres modernes. Donc même si c'est pour certains cas, bien sûr, ça reviendra moins cher d'avoir une petite collection de montres vintage qu'une collection de montres modernes, mais tout de même, il faut faire attention. Et j'ai envie de dire que peu importe le prix de la montre vintage, il faudra faire attention donc à son état, que ce soit donc au niveau du calibre, donc à l'intérieur de la montre, mais aussi l'état esthétique extérieur. Et il faudra aussi faire attention un petit peu à son histoire, à son vécu, comment elle a été entretenue. Peut-être que vous aurez l'occasion d'avoir un petit peu le récit de son ancien propriétaire. C'est toujours intéressant aussi. Moi, je trouve que ça fait partie de l'histoire d'une montre et de l'intérêt pour l'horlogerie de connaître un petit peu quelle est l'histoire de la montre, par qui elle a été portée, etc. Il faudra faire aussi attention à son état donc cosmétique, à savoir est-ce qu'elle a été polie, repolie, trop polie, parce que forcément il y a de la matière au départ, mais plus on va polir et plus on va perdre de la matière, on va perdre des angles, on va perdre en robustesse aussi de la montre. Il ne faudrait pas que ça déforme en fait ses courbes et ses lignes de départ. Également aussi la patine de la montre. Est-ce qu'une montre elle est joliment patinée, parce que les montres vintage qui avaient avant la matière luminescente c'était du radium, très dangereux, ou du tritium, ce sont des matières en fait radioactives qui ont fait vieillir, on va dire de façon naturelle au fil des années, avec l'action du soleil, de l'eau, etc. Plein de choses, plein d'éléments en fait, ont fait que ça donne une patine au cadran, une sorte de dégradation ou d'évolution en fait des couleurs, du cadran. On aura un cadran qui pourrait être piqué, etc. Bon, des fois, il y a des cadrans qui sont juste dégueulasses et qui ne sont pas patinés, mais qui sont abîmés. Donc là, il faut faire attention. Ça me fait penser à certaines montres, on dit un cadran spider parce qu'on dirait comme une toile d'araignée. En fait, des fois, le cadran, il est juste dégueulasse, il est bon à jeter, mais il y en a qui s'extasient dessus, ils trouvent ça magnifique, alors qu'en fait, il n'y a rien de beau, je trouve. Après, chacun se fera son avis, mais des fois, on a des très belles patines, un cadran noir qui va virer chocolat. Là, ok, pourquoi pas. Mais toujours pareil, question de goût. Donc à vérifier aussi au moment de l'achat de la montre. Est-ce que également des pièces ont été changées? Est-ce que c'est toujours le cadran d'origine, les aiguilles d'origine, etc. Donc renseignez-vous le plus possible si c'est faisable. C'est tout ça qui va contribuer en fait aussi à la valeur d'une montre. Alors la valeur, que ce soit au niveau financier, mais aussi au niveau de la valeur affective. Et c'est une transition très bien trouvée pour parler de la quatrième montre, à savoir celle que j'ai au poignet. Il s'agit d'une montre qui a appartenu à mon grand-père et que j'ai récupérée du coup il y a maintenant environ 2 ans, dans un état pas possible. Elle ne fonctionnait plus, rayée de partout, le plexi était complètement défoncé, opaque. Donc ce que j'ai fait, je l'ai ramené chez mon horloger qui pour grosso modo 175 € ou 200 € a fait la révision complète de ce mouvement donc automatique. Alors c'est une marque pareil, qui a dû disparaître aussi avec la crise du quartz, c'est la marque Fidelius. Donc je pense aussi années 60-70, avec une date. Le cadran, lui, par contre, il était encore en très bon état, enfin en bon état en tout cas, pas de souci particulier. Donc l'horloger en fait a repoli dans un premier temps le plexi. Par la suite, je l'ai fait changer parce que bon, il était fendu, il y avait quand même des petites choses qui me convenaient pas. Mais en tout cas, pour la boîte, moi, je lui ai demandé de la polir légèrement, mais sans excès. La montre, elle a une histoire et je voulais pas que cette histoire soit totalement occultée par un polissage. Et puis, je voulais pas perdre non plus les lignes de la montre et certains chanfreins qui étaient très intéressants. Parce qu'on sait jamais non plus quelle habileté a l'horloger chez qui on va. D'où l'intérêt aussi de commencer par lui confier peut-être des pièces qui n'ont que peu de valeur et pour voir en tout cas de quoi il est capable. Ça, c'est un petit conseil aussi, bien sûr. La couronne, quant à elle, n'a pas été touchée. Elle est dans son jus, mais ça fait encore une fois partie de l'histoire de la montre. Donc ça me gêne pas en fait. Du moment que vous êtes au clair avec les critères que vous vous fixez, alors tout va bien. Bon, de toutes ces montres, plus aucune n'a son bracelet d'origine, mais du coup ça vous permet aussi, vous, de choisir celui que vous jugerez qui ira le mieux avec chacune de ces montres. Il y a de quoi se faire plaisir, un bracelet cuir, un bracelet grainerie, voilà, faites-vous plaisir. Et bien sûr aussi, selon le type de montre, trouver un bracelet qui lui ira, qui sera adapté, bien sûr. Parce que par exemple, celle de mon grand-père, là, mettre un bracelet cuir, je pense pas que ce soit possible tellement les trous sont proches en fait de la boîte. Enfin, il n'y a pas la place nécessaire. Donc là, j'ai dû mettre un bracelet métallique qui est assez fin et qui puisse en fait passer. Mais voilà, il y aura des contraintes à prendre en compte aussi. Et voilà, c'est un tout. Vous pouvez vous amuser autant qu'avec des montres modernes. Pour moi, le vintage, c'est surtout une histoire d'émotion. Un moyen
de faire perdurer une montre dans les années. Un moyen aussi de raconter des histoires, de faire vivre et revivre une mécanique qui finalement n'est pas vouée à disparaître et à être jetée à la poubelle. Tant qu'il y a des pièces, on peut toujours continuer à réparer. C'est ça qui est cool. Faut arrêter de tout le temps jeter quand ça fonctionne plus. C'est comme les vieilles voitures. Si c'est réparable, autant profiter. Sauf qu'à la différence des vieilles voitures, c'est que les montres, elles, a priori, il n'y aura pas de vignette de pollution dessus. L'important, c'est de prendre le temps de bien choisir, de se poser les bonnes questions. Quelle marque on veut? Quel modèle? Quel budget? Quelle époque? Combien prévoir en plus de l'achat pour pouvoir retaper la montre ou pour pouvoir l'entretenir, pour pouvoir lui mettre un bracelet, etc. Il y a tellement de questions importantes auxquelles il faut avoir les réponses avant de passer le cap de l'achat qu'il ne faut pas se précipiter. Moi, j'ai fait ces erreurs, maintenant ce sont des erreurs que je ne ferai plus. C'est pour ça aussi que je vous partage un peu mon expérience. J'ai rien à cacher là-dessus. Pour l'instant, je ne suis pas spécialement intéressé par avoir des pièces plus onéreuses en vintage. Là, c'était des opportunités qui se sont présentées à moi, donc j'en ai profité. Mais qui sait un jour, on ne sait pas, une collection évolue tout le temps de toute façon. Il faut être curieux. Et cette vidéo se termine maintenant, j'espère que ça vous aura plu, ça m'a permis de partager ça avec vous. Et dites-moi en commentaire ce que vous en pensez. On se retrouve la semaine prochaine, bien sûr, dans une prochaine vidéo. D'ici là, portez-vous bien, et puis à bientôt. Salut!